Test, test. Bien, bonjour à tous et bienvenue au Collège de la Cité des Sciences et de l'Industrie pour cette journée consacrée à la matière. Merci d'être venus en masse ce matin pour cette journée placée sous le signe de la matière condensée, de la matière molle, comme on dit dans le jargon. Alors, je m'appelle Guillaume Trapp, je suis conférencier au département de physique du Palais de la Découverte. J'aurai le plaisir de vous accompagner tout au long de la journée. Et le programme, vous allez le voir, est assez simple. Ce matin, on va s'intéresser à une matière qui vous est familière, l'eau. Et on va voir que ce secteur de la physique, qu'est la matière molle, a fait émerger des propriétés de cette eau assez singulières. Et cet après-midi, on passera à des fluides et des solides un peu plus complexes. Tout au long de cette journée, nous avons un invité d'honneur, Jean-Yves Duhaut, qui est ici à ma gauche. Je vais le rejoindre sans plus tarder. Il est dessinateur, illustrateur de bande dessinée, et il va s'inspirer de la matière de ses conférences pour nous montrer quelques-uns de ses dessins. Jean-Yves a déjà publié de nombreux ouvrages, dont en particulier Le Labo aux éditions Dupuis en 2010. Le voici. Et Universcience, édition Dupuis et Universcience. C'est un ouvrage de vulgarisation scientifique. Jean-Yves, vous pouvez peut-être nous en dire quelques mots avec votre micro-signe juste ici. Oui, bonjour, je suis donc dessinateur, comme Guillaume vient de le dire. Je fais de la vulgarisation scientifique en bande dessinée depuis plus de 3 ans pour le journal de Spirou, qui est un journal très connu, grand public, et qui a l'avantage de ne pas du tout s'adresser à un public scientifique au départ. Donc on est vraiment dans le grand public et dans la vulgarisation, ce qui me permet de rencontrer beaucoup de chercheurs et de visiter des labos qui vont dans des domaines de recherche très différents. Et c'est très intéressant à faire. Pas facile, mais très intéressant. Voilà. Merci Jean-Yves. Bonne chance pour cet exercice difficile de création en direct. On va entrer désormais dans le vif du sujet. Je vais appeler les 2 premiers orateurs de la journée à me rejoindre. Ah, petit phénomène acoustique. Jean-Michel Courty ici et Édouard Kirlik. Bienvenue messieurs. Alors, nous avons là affaire à 2 amis de longue date, chercheurs à l'Université Paris 6, professeurs de physique, anciens élèves de l'École normale supérieure de Paris. Ce sont des chercheurs et ce sont également des vulgarisateurs. Et d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles on les a invités aujourd'hui. Ça fait à peu près 10 ans maintenant qu'ils écrivent dans Pour la Science. Ils sont auteurs de la rubrique Idées de physique dans cette revue. Et de cette rubrique très célèbre, ils ont déjà tiré 3 ouvrages. Je les ai ici sur la table. Le premier, Les lois du monde, coécrit avec Roland Lehoucq, qu'on salue au passage, et qui a été l'instigateur de cette rubrique Pour la Science. Le monde a ses raisons, toujours aux éditions Belin. Et puis, le dernier en date, La physique buissonnière. Alors, pour ces travaux, ils ont été récompensés par le prix Jean Perrin de la Société française de physique en 2008. Messieurs, nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui. La France vous regarde. Bonjour. Donc effectivement, nous allons vous faire un exposé consacré à l'eau. Et pour servir de fil directeur, eh bien, on va se partir d'un courrier électronique que vous avez peut-être reçu, que moi j'ai reçu il y a quelques années par l'intermédiaire de mon oncle, qui me dit « Tiens, j'ai reçu ça, qu'est-ce que t'en penses ?» Alors, on va lire rapidement. En gros, le sujet, c'est faire suivre eau plus micro-ondes égale danger. C'est bon à savoir, très important, rédigé par une infirmière de l'hôpital Lavacle, 5 fois Québec. C'est une infirmière, donc ça veut dire c'est très important. Alors, plusieurs personnes ne sont pas au courant, je ne l'étais pas. Il y a 5 jours, mon fils de 26 ans a décidé de prendre une tasse de café instant, c'est une québécoise, donc voilà. Il a pris une tasse d'eau et l'a mise dans le four micro-ondes pour la réchauffer. Jusque-là, c'est banal. Quelque chose qu'il a fait à maintes reprises. Je ne suis pas certaine combien de temps il a mis sur la minuterie, mais il m'a dit qu'il voulait l'amener à ébullition. Lorsque la minuterie a arrêté, il a enlevé la tasse du four. En prenant la tasse, il a bien noté que l'eau ne bouillait pas. Soudainement, l'eau dans la tasse a explosé dans son visage. La tasse est demeurée intacte jusqu'à ce qu'il la jette hors de ses mains, mais toute l'eau lui a éclaté au visage, due à une accumulation d'énergie.
Il a des cloques partout sur le visage et a subi des brûlures au 1er degré et au 2e degré au visage qui restera probablement marqué. Il a possiblement perdu partiellement la vue dans son œil gauche. Voilà. Bien, donc voilà, mon oncle m'envoie ça, il me dit « Qu'est-ce que toi t'es physicien, qu'est-ce que t'en penses ?» Alors, vous, qu'est-ce que vous en pensez déjà? Hein, ça arrive pas? Qui dit que ça arrive pas? Bon, une personne qui dit que ça arrive. Ah, 2 personnes, bon, c'est pas très significatif. Alors, en tant que physicien, c'est vrai que la première remarque, la première réaction qu'on a, c'est... alors, en fait, ça nous rappelle quelque chose qu'on a vu dans les études. Ça s'appelle le retard à la transition de phase. Alors moi je me rappelle, il y a mon prof qui m'avait fait ça, je sais que quand il avait voulu faire la manip, d'ailleurs ça avait à moitié marché, il avait fallu qu'il prenne un truc, un produit spécial, un récipient parfaitement adapté, on fait chauffer lentement au bain-marie et tout, enfin voilà, c'est la manip qu'on fait une fois en préparant tout, et encore, c'est pas sûr que ça marche, ça marchait pas tous les ans. Je me dis bon, un truc que le prof, pour réaliser... faut prendre toutes ces précautions, avec du café dans un micro-ondes, une tasse, on sait pas trop ce que c'est. Bon, on se demande si ça va marcher ou pas. Et puis finalement quand même, on se dit, bon, on est physicien, faudrait quand même vérifier. Et donc c'est ce qu'on se propose de faire avec vous. Donc vous voyez ici sur le bord de la table, un four micro-ondes. À l'intérieur de ce four micro-ondes, une tasse. Et donc à la fin de cette conférence, nous verrons si effectivement, avec de l'eau réchauffée au four micro-ondes, on peut faire exploser. Alors pour en arriver là, je vais déjà vous parler de ces transformations à retard. Alors quand on l'a, tel que nous on l'a appris dans les études, on parlera de l'ébullition et puis de ce qu'il y a de spécifique par rapport au four micro-ondes. Et enfin nous tenterons l'expérience. Alors la transformation telle que moi je l'ai apprise, c'était une transformation, c'était pas le passage de l'eau liquide à l'eau vapeur, c'était dans un passage du liquide au solide. Alors on sait que quand on prend de la glace, qu'on la fait réchauffer, eh bien quand la température arrive à 0 degré, la glace se met à fondre. Ça c'est toujours vrai. En revanche, un phénomène qui est possible, pas courant, c'est de prendre de l'eau, de la refroidir. À ce moment-là, il est possible d'amener de l'eau à des températures négatives. -1, -2, etc., jusqu'à -10 degrés. Alors on peut faire l'expérience chez soi avec une canette d'eau, il faut un congélateur, etc. On n'a pas amené de congélateur ici, donc je suis désolé, on ne va pas pouvoir vous faire d'expérience sur ce sujet. Mais là, je t'interromps parce que j'ai justement une alternative à te proposer. Donc ce retard-là à la solidification, on peut le retrouver dans d'autres éléments qui sont beaucoup plus simples à manipuler. Alors j'espère, ou je ne sais pas, parmi vous, il y a sans doute des randonneurs ou peut-être des personnes qui souffrent de douleurs musculaires et peut-être avez-vous déjà utilisé ce qu'on appelle des chaufferettes chimiques. Donc voilà, j'en ai une dans ma main. De quoi s'agit-il? C'est une pochette en plastique dans laquelle il y a un liquide, manifestement. Vous voyez, il y a des bulles, ça reste très très souple. Et ce liquide, c'est une solution d'acétate de sodium à 20%. Donc là, on est à température ambiante, il fait un petit peu chaud, disons 22-23 degrés. Mais si je regarde dans les tables, on m'apprend que l'acétate de sodium est solide jusqu'à 54 degrés. Là, il est liquide. Donc là, dans cette pochette, l'acétate de sodium est justement ce qu'on appelle en état de surfusion. Il devrait être solide et il est liquide. Alors, est-ce que l'on peut rompre cet état de surfusion? En fait, ce n'est pas si évident que ça. Et en le malaxant, il ne se passe rien. Et je vais essayer de le faire grâce à cette petite pastille. Donc si on peut voir avec la caméra, pour avoir le gros plan sur la chaufferette. Je vais me décaler pour que vous puissiez regarder sur l'écran. Bon, alors, voilà. J'ai cliqué la petite pastille et vous regardez. Il y a manifestement une transformation dans la pochette. Et moi, je le sens, c'est devenu très chaud. Et par ailleurs,
c'est devenu, alors pas tout à fait encore très solide, mais néanmoins ça a pris de la consistance. Hein. Je vais vous la faire passer dans vos mains. On a changé de phase. On est passé d'un liquide à un solide. Avec de l'acétate de sodium. Alors, pourquoi a-t-on ça? Eh bien, quand un physicien dit pour l'eau ou pour l'acétate de sodium, donc, on a un changement de phase entre le liquide et le solide à 0 degré ou pour l'acétate de sodium à 54 degrés, c'est que ce qui se passe, c'est que ce n'est pas possible d'avoir de la glace au-dessus de 0 degré et ce n'est pas possible d'avoir de l'acétate de sodium solide au-dessus de 54 degrés. Mais pour qu'apparaisse la phase solide, il faut un germe. Il faut, à un moment donné, que dans l'état désordonné du liquide, apparaisse une structure qui soit ordonnée. Or, ce n'est pas du tout évident. Dans un liquide, les molécules bougent sans arrêt et de temps en temps, elles forment des petits agrégats et on obtient de la phase solide lorsque cet agrégat, justement, a la bonne structure. Il se trouve qu'il faut aider la phase liquide à trouver cette structure pour que puisse apparaître effectivement le solide. Et qu'est-ce que je fais lorsque j'ai cliqué sur cette pastille? Eh bien, c'est que justement, alors là, j'ai libéré des petits germes solides qui étaient dans la pastille, qui vont dans la phase liquide, et à partir de ces petits germes solides, on a la croissance. Peut-être que c'est aussi intéressant de vous montrer en termes de température ce qui se passe. Donc Jean-Michel a amené une caméra thermique. Il va nous en expliquer brièvement le fonctionnement. Et je vais refaire l'expérience devant vous. Et cette fois-ci, vous allez voir ce qui se passe au niveau des températures lorsque je déclenche la solidification. Donc j'ai ici une caméra de thermographie infrarouge qu'on a acquis à l'université pour faire des démonstrations aux étudiants. C'est une caméra qui capte le rayonnement non pas visible, mais la lumière infrarouge de longueur d'onde 10 micromètres. C'est-à-dire le rayonnement émis par tout ce qui est un tant soit peu chaud, par exemple vous-même, vous voyez, dans le public aujourd'hui, vous êtes tous des lumières. Voilà, on voit la qualité des spectateurs à Universcience. Bien, donc cette caméra permet de mesurer les températures. Vous voyez, si je pointe au milieu, eh ben, ça m'indique que j'ai un point au visage à 34, 35 degrés. Donc quand vous allez chez le médecin, les petits thermomètres qu'on vous met à l'intérieur de l'oreille, c'est basé sur le même principe, sauf que là, on réussit à en faire une image. Donc ça va nous servir de visualisateur de température et de thermomètre pour pouvoir mesurer. Donc on va refaire la même expérience, sauf qu'au lieu de filmer Édouard avec la caméra en lumière visible, on va la filmer en lumière infrarouge. Voilà. Là, vous voyez que la pochette a la même température que ma main. Donc maintenant, je provoque la solidification. Et là, l'acétate de sodium a le souvenir que la solidification a lieu à 54 degrés. Donc on s'aperçoit que cette pochette qui au départ était à température ambiante, il y a solidification, il y a un dégagement de chaleur, et je ne sais pas si tu as... Oui, ben on le voit sur la caméra, le chiffre qui est indiqué. Vous voyez, au centre de la pochette, on a 53 degrés, très très proche de la valeur attendue. Donc au moment du changement de phase, on retrouve la température que l'on va trouver dans les tables fournies par les physiciens. Donc je vais vous faire passer des pochettes à l'état liquide et vous allez pouvoir déclencher par vous-même la solidification. Oui, ça coûte quelques euros. 7,50 € dans les magasins de randonnée. Voilà. Alors ensuite, ces pochettes, c'est quelque chose qui est réversible. C'est-à-dire que là, on a fait solidifier l'acétate de sodium. Eh bien, en l'échauffant au-dessus de 54 degrés, on peut le remettre à l'état liquide. Donc le principe, la semaine dernière, pour préparer la conférence, j'ai mis au bain-marie mes pochettes dans de l'eau. J'ai fait chauffer. Donc l'eau a été à 90 degrés. Progressivement, l'acétate de sodium repasse en phase liquide, sauf à l'intérieur de la petite pastille.
mais c'est protégé par les infractuosités. Donc ça repasse à l'état liquide et ensuite on laisse refroidir doucement pendant la nuit. Si on cherche à refroidir brutalement, il se peut qu'il y ait un germe qui se produise, des inhomogénéités qui provoquent la solidification. Mais donc c'est des choses qui sont totalement réversibles et qui permettent de stocker de la chaleur dans ce système. Alors dans la nature, je vous parlais de ce mécanisme de surfusion. Alors en fait, il est difficile à réaliser expérimentalement, mais la nature le produit. Par exemple, quand on a les pluies verglaçantes. Qu'est-ce qu'une pluie verglaçante ? Eh bien, c'est une pluie dans laquelle l'eau a pu se refroidir dans les nuages à des températures inférieures à 0 degré. Il n'y avait pas de poussière, il n'y avait pas de petits germes, l'eau est tombée rapidement, ce qui signifie que l'eau ne s'est pas solidifiée. Et comme il faisait froid à l'extérieur, les gouttes ne se sont pas réchauffées au contact de l'air durant la chute. Donc arrive sur le sol à 0 degré une eau qui a une température négative. L'impact sur le sol et ce qu'il peut y avoir fait geler immédiatement. Et donc c'est ça les pluies verglaçantes. Donc c'est pas l'eau qui gèle après être tombée sur le sol parce que le sol était froid, c'est vraiment elle gèle instantanée. Et donc on voit l'effet que ça peut avoir sur des fils électriques, etc. L'eau n'a même pas le temps de tomber qu'elle gèle. Ça fait du poids sur les fils et ça peut poser des soucis. Alors il peut aussi y avoir des effets effectivement dans les avions d'eau en surfusion qui vient se mettre sur les les ailes ou malheureusement des fois sur les sompiteaux. Voilà, c'est des soucis qu'on peut avoir. Alors, ce qu'on vient de voir dans cette première partie, c'est que quand on dit l'eau gèle à 0 degré, comme Édouard vous l'a dit, il faut certaines conditions. Alors maintenant, on va passer non plus à la transition au liquide, au solide, mais on va passer à quelque chose qui va se rapprocher de ce que l'on veut faire dans notre four micro-ondes, qui est le passage au liquide vapeur d'eau. Alors ce passage au liquide vapeur d'eau, de manière courante, il n'y a pas besoin d'arriver à 100 degrés pour que ça se produise. Donc ça, c'est une première chose qui est importante. Vous prenez ici, par exemple, ces marais salants. Eh bien, il suffit de laisser de l'eau à l'air ambiant et l'eau va passer d'eau liquide à eau vapeur. Donc je laisse à Édouard vous expliquer un peu le phénomène. Oui, alors je voudrais interpréter ce phénomène, mais à l'échelle des atomes et des molécules de l'eau. Alors je vais faire une expérience de pensée. Imaginons que je prenne un récipient d'eau, je le mets dans une cloche et j'aspire l'air. Je fais le vide dans cette cloche. Qu'est-ce qui va se passer ? Le liquide, vous l'avez appris quand vous étiez à l'école, ça a un volume propre. Ça veut dire on ne va pas avoir une vaporisation immédiate de liquide. Parce que les molécules d'eau dans le liquide, elles gardent leur cohésion. Il y a des forces attractives entre elles et elles n'aiment pas s'éloigner. Néanmoins, elles sont toutes animées d'un mouvement microscopique désordonné. Elles se cognent entre elles et de temps en temps, une des molécules d'eau va avoir suffisamment d'énergie pour s'extraire de l'attraction de ses voisines. Et du coup, elle va quitter la phase liquide et gagner la phase qui est au-dessus, qui est la phase vapeur. Un peu de la même façon que lorsque vous avez une fusée, si vous l'envoyez suffisamment vite, eh bien, elle est capable de vaincre l'attraction gravitationnelle terrestre et s'éloigner très très loin de la Terre. Donc, ce processus-là, c'est ce qu'on appelle, nous, l'évaporation. Petit à petit, il y a des molécules du liquide qui vont en phase vapeur. Mais réciproquement, maintenant qu'on a une phase vapeur qui est formée, des molécules de cette phase vapeur sont susceptibles évidemment de cogner la surface du liquide, de perdre un petit peu d'énergie et puis finalement d'être de nouveau captées par le liquide. Donc ça, c'est le processus inverse, c'est la condensation. Et quand on a l'observation de l'équilibre entre un liquide et la vapeur, vous voyez ce que ça signifie, ce n'est pas du tout un équilibre statique, c'est qu'en permanence, il y a finalement autant de molécules qui, entre guillemets, quittent la phase liquide pour atteindre la phase vapeur, donc qui s'évaporent, que de molécules qui passent de la phase vapeur pour rejoindre la phase liquide, c'est donc la condensation. Quand cet équilibre est assuré,
eh bien, on a la coexistence entre les phases. Alors, de quoi dépend cet équilibre? Bien, pour la phase liquide, en gros, celles qui vont partir, ce sont les plus rapides. Et comment on mesure justement l'énergie du mouvement des molécules? C'est justement la température. Donc, plus la température est élevée, plus les molécules dans le liquide sont animées de mouvements rapides, et donc plus elles peuvent s'extraire de la phase liquide. Maintenant, qu'est-ce qui va contrôler le retour de la vapeur au liquide? En fait, c'est en gros le nombre de particules qu'on a dans la phase vapeur, c'est ce qu'on appelle la pression. Voilà. Donc d'un côté, plus la température du liquide s'élève, plus il y a des molécules qui sont capables de s'extraire de cette phase liquide. Et donc pour avoir équilibre, ça veut dire que nécessairement, la pression de la phase vapeur, ce qu'on appelle la pression de vapeur saturante, augmente. Exemple, à 100 degrés, la pression de vapeur saturante de l'eau, ça c'est une atmosphère. À 121 degrés, c'est 2 atmosphères. À 20 degrés, ce n'est que 1/40e d'atmosphère. Alors, avec ce raisonnement microscopique, on a appris un certain nombre de choses que l'on va pouvoir immédiatement vérifier. La première chose, c'est que, avec ce petit raisonnement, on se doute que c'est les molécules les plus rapides qui s'extraient de la phase liquide. Mais si c'est les plus rapides qui s'extraient de la phase liquide, ça veut dire que votre liquide, il refroidit. Puisque justement, il ne reste que les molécules plus lentes, donc moins d'énergie de mouvement, une température plus basse. Eh bien, pour illustrer ce point-là, avant de venir, nous avons pris 2 torchons qui sont pratiquement identiques à la couleur près. Il y en a un qu'on a trempé et pas l'autre. Donc là, je vais filmer les torchons avec la caméra de thermographie. Vous pouvez remarquer que le torchon de gauche est invisible. Alors pourquoi est-il invisible? Parce que la lumière que capte cette caméra, ce n'est pas la lumière des projecteurs qui est renvoyée par l'objet, c'est vraiment la lumière qui est émise par l'objet à cause de sa température. Le drap noir et le torchon sont dans cette pièce depuis un certain temps, ils sont à la même température, ils émettent donc exactement la même quantité de rayonnement infrarouge, et vous voyez le torchon de gauche, vert, enfin blanc et vert, est totalement invisible. En revanche, eh bien, le torchon de droite, lui, parce qu'il était humide, parce que l'eau s'est évaporée, en fait, s'est refroidi. Et on peut voir que, bien, de manière courante, vous voyez, là j'ai une température à peu près de 24 degrés, température ambiante de la pièce, alors que ce torchon est une température de 19 degrés. Vous voyez, 5 degrés de différence, uniquement à cause de l'évaporation. Et vous voyez que ces torchons, en fait, on les a préparés à peu près un quart d'heure avant le début de la conférence. Ça fait, là, ça va faire à peu près 3 quarts d'heure. Donc, on est à l'équilibre. On a vraiment eu le temps. Si c'était froid, le torchon aurait largement eu le temps de se réchauffer, comme celui de gauche. Donc, en fait, on a quelque chose qui va refroidir en permanence. Mais l'aspect remarquable, c'est qu'au départ, le torchon et l'eau avaient exactement la même température. Et si vous pouvez regarder, si je regarde l'eau dans le bol, où là j'ai une grande quantité d'eau, eh bien cette eau, elle n'a pas encore eu le temps de se refroidir. Ici, j'avais dans le torchon un tout petit peu d'eau, un torchon léger, ça se refroidit. Un grand bol d'eau, eh bien, il faudrait attendre beaucoup plus longtemps. Et puis il y a les parois aussi qui vont le réchauffer. Donc ça, c'est important de voir, ça ce sera important pour l'expérience du four à micro-ondes, de bien se rappeler que le mécanisme d'évaporation est quelque chose qui est extrêmement efficace pour refroidir. Et, bon, j'en dis pas plus, mais on verra. Alors ensuite, il y avait ces questions de pression. Oui, de pression. Je vous ai dit qu'au fur et à mesure que la température augmente, la pression de vapeur saturante, la pression qui assure la coexistence entre l'eau liquide et l'eau vapeur, augmentait. Eh bien, on peut l'illustrer avec une expérience de table. C'est vraiment de la physique de table. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est une canette de coca qui était vide. J'ai mis dedans 2 petites cuillerées d'eau. Et je porte ces canettes sur la plaque chauffante. Donc la température va s'élever progressivement. On va attendre un tout petit peu. Dans quelques instants, l'eau de la canette va être portée à ébullition. On va voir normalement un petit peu de vapeur s'échapper. Et d'après ce que j'ai dit tout à l'heure, si on a coexistence dans la canette
entre l'eau qui est au fond de la canette et la vapeur qui est au-dessus, on doit avoir une pression de vapeur égale à 1 atmosphère. Voilà. Donc, je tends l'oreille. Il faut que ça crépite. Donc, je vais attendre un tout petit peu. Vous voyez, est-ce qu'on voit sur fond noir, est-ce qu'on voit la vapeur s'échapper? Oui, on la voit. Donc on voit la vapeur qui condense. Et qui condense, oui. Tu as raison. Ah là là, on n'est pas à l'abri d'approximation. Donc ce que je vais faire, je vais prendre cette canette et je vais la retourner dans ce bain d'eau à température ambiante. Et voilà le travail. La canette a implosé. Pourquoi? Pourquoi? Parce que lorsque je la renverse dans le récipient d'eau, l'équilibre liquide-vapeur, ce n'est plus à 100 degrés, c'est l'équilibre liquide-vapeur à 20 degrés. L'eau liquide impose sa température, mais à ce moment-là, la pression d'équilibre, c'est plus du tout une atmosphère, c'est 1/40e d'atmosphère. Cela veut dire que à l'intérieur de la canette, ce qui s'est passé, c'est que brutalement la vapeur s'est condensée, la pression a chuté, elle a atteint la valeur d'équilibre d'1/40e d'atmosphère, alors que la pression extérieure est à 1 atmosphère. Donc la pression est tellement forte qu'elle a écrasé la canette. Donc refaisons l'expérience. Ici, 100 degrés, une pression de vapeur saturante dans la canette qui est égale à 1 atmosphère. Ici, 20 degrés, la pression de vapeur saturante a chuté à 1/40e d'atmosphère et on a donc implosion. Alors là, l'expérience qu'on a faite, c'était on amène de l'eau à 100 degrés et on diminue. Donc c'est pour montrer que lorsqu'on est à 100 degrés, la pression de vapeur d'eau, c'est 1 atmosphère. Question, on n'en est toujours pas à l'ébullition. Alors qu'est-ce que c'est que l'ébullition? Eh bien, quand je mets de l'eau dans une casserole, l'eau va s'échauffer. À ce moment-là, au fond de la casserole, souvent, on peut voir des petites bulles qui se forment. Ces petites bulles vont commencer à monter. Lorsqu'elles montent, elles sont refroidies. La température du gaz à l'intérieur est inférieure à 100 degrés. Donc la pression va être inférieure à 1 atmosphère. On a bien vu que quand on refroidit, la pression diminue. Les bulles se recontractent comme l'a fait la canette. Et donc, tant que l'eau n'est pas au total à 100 degrés, eh bien, les bulles ne peuvent pas grossir parce que la pression à l'intérieur des bulles est plus petite que la pression atmosphérique. En revanche, si je prends ma casserole et que je chauffe, que je continue à chauffer, l'eau va arriver à 100 degrés. Une fois que l'eau est à 100 degrés, j'ai des bulles qui peuvent commencer à se former. La pression à l'intérieur de ces bulles, ça va être une atmosphère de vapeur d'eau, et les bulles vont pouvoir monter. Alors le souci, c'est comment je peux faire pour que ce phénomène ne se produise pas. Alors une première solution pour qu'il ne se produise pas, c'est de prendre une cocotte minute. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans une cocotte minute? On met un couvercle. Voilà. Avec un joint étanche. Et puis, lorsque l'eau va s'échauffer, elle va commencer à s'évaporer. L'air ne peut pas s'échapper. Donc, à la pression de l'air va s'ajouter la pression de l'eau. Progressivement, la pression à l'intérieur de la cocotte minute augmente. Ce qui veut dire que la pression qui appuie sur la surface de l'eau augmente. Et donc que les bulles, même si la pression à l'intérieur des bulles, c'est 1 atmosphère, les bulles ne peuvent pas grossir. Donc, dans ma cocotte minute, en fait, j'ai la casserole. Dans ma cocotte minute, les bulles qui se forment, tant que si je suis à 100 degrés, en fait, elles ne peuvent pas se former, elles se compriment. Et puis, sur la cocotte minute, à la surface, on a une soupape. Une soupape qui contrôle la pression à l'intérieur. A priori, c'est réglé pour avoir une pression maximale à l'intérieur de la cocotte minute de 2 atmosphères. Alors, lorsque la pression au-dessus de l'eau est égale à 2 atmosphères, le gaz s'échappe. Donc, en fait, c'est un mécanisme qui maintient la pression à l'intérieur de la cocotte minute à 2 atmosphères. Et maintenant, si on regarde
l'étape du physicien, bien, la pression de vapeur vaut 2 atmosphères lorsque la température vaut 120 degrés. Autrement dit, dans ma cocotte minute, je peux échauffer de l'eau liquide jusqu'à 120 degrés parce que j'empêche les bulles de se former avec une pression supérieure. Alors ben oui, ça c'est bien gentil, mais enfin, quand je fais l'expérience avec le four micro-ondes, j'ai pas ça. Dans le four micro-ondes, c'est comme dans une casserole, la surface est libre. La surface a une pression de 1 atmosphère. Donc, si j'ai des petites bulles qui se forment, et c'est ce qui se passe sur les parois de la casserole, ces bulles vont grossir et je ne vais pas pouvoir réchauffer l'eau à une température supérieure à 100 degrés. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le four micro-ondes? Ben, pour le comprendre, il faut aller un petit peu plus dans le détail et voir comment l'eau va être réchauffée à l'intérieur d'un four micro-ondes. Alors, à l'intérieur... Bien, on est obligé de revenir à ces détails-là. Ça veut dire qu'est-ce que c'est que l'eau? L'eau, c'est de l'hydrogène et de l'oxygène. Et à l'échelle moléculaire, voilà comment elle s'organise. Il y a le gros oxygène ici qui est entouré de deux hydrogènes. Ces petites barres-là, ça représente la liaison chimique, mais qu'est-ce que ça veut dire du point de vue physique? C'est un partage électronique. Quand on met une petite barre, ça veut dire que l'oxygène et l'hydrogène, ils ont accepté de mettre en commun une partie de leurs électrons, et c'est ça qui assure la cohésion de la molécule. Alors néanmoins, dans ce partage, il n'est pas tout à fait équitable. Il y en a un qui est un petit peu plus gourmand que l'autre, et l'oxygène attire vers lui les électrons. Donc en réalité, dans cette molécule d'eau, il y a un atome qui est plutôt chargé négativement, et des atomes qui sont plutôt chargés positivement. Mais du coup, si on a des charges moins et des charges plus, et que l'on soumet cette molécule à un champ électrique, eh bien, elle va s'orienter. Le champ électrique, ça va permettre, ça attire entre guillemets les charges plus, ça va repousser dans l'autre sens les charges moins, et du coup, si je mets un champ électrique vers le haut, eh bien, vos molécules, elles vont se mettre comme ça. Voilà. Alors imaginons, qu'est-ce qui se passe dans un four à micro-ondes? On a un champ électrique, mais ce champ électrique, il oscille. Alors, voilà ce qui va arriver, c'est que les molécules d'eau vont suivre le mouvement du champ électrique. Mais simplement, dans l'eau liquide, elles ne sont pas aussi éloignées que ça. Elles sont très proches les unes des autres. Donc en réalité, elles vont essayer de suivre le champ électrique, mais en même temps, elles vont se cogner en permanence. Et on va transférer cette énergie de rotation en mouvement, c'est-à-dire en température. Donc l'échauffement dans un four à micro-ondes, ça joue sur ces propriétés-là. Je mets un champ électrique, elles font tourner les molécules, ces molécules se choquent et du coup on obtient entre guillemets de la chaleur dans votre eau liquide. Alors, on peut se demander, mais quelle fréquence choisit-on pour faire ça? Bien, en pratique, il n'y a pas de fréquence vraiment déterminée. Si on prend des fréquences donc de l'ordre de 200 MHz, ce qui va se passer, c'est que le mouvement qui a lieu existe, mais il n'est pas très rapide. Du coup, on va chauffer votre eau, mais très lentement. Donc ça ne va pas convenir. 200 MHz, quand je dis c'est pas très rapide, c'est évidemment à l'échelle des molécules. 200 MHz, c'est quand même 200 millions de changements de sens du champ électrique par seconde. Donc 200 MHz, ça ne convient pas, ça va pas assez vite. Maintenant, imaginons qu'on ait des fréquences plus élevées, 20 GHz, 10 milliards de changements de sens de champ électrique par seconde. Et bien là, c'est tellement fort, là ça va être très très efficace, on va avoir une élévation de température, mais du coup, votre champ électrique, il ne peut pas pénétrer dans votre eau ou dans votre aliment. Donc ce qui va se passer, c'est un phénomène que l'on obtient quand on utilise un grille, on va chauffer exclusivement en surface, on va griller en surface, mais à l'intérieur, finalement, le champ électrique ne peut pas pénétrer. Il aura été entièrement absorbé par la pellicule de votre eau, de votre aliment. Et du coup, ça chauffe évidemment à l'intérieur, mais par conduction de la chaleur, et pas parce que le champ a pu pénétrer dans l'aliment. À 2 GHz, c'est un bon compromis. Un bon compromis, c'est-à-dire ça va suffisamment vite pour effectivement apporter de l'énergie à votre eau ou à votre aliment, mais ça permet quand même de pénétrer dans l'aliment à cœur. Donc c'est ça
qui va constituer la grande différence avec le chauffage de la casserole, c'est que cette fois-ci, au lieu d'avoir un chauffage qui a lieu par les côtés ou par le fond de la casserole, c'est tout l'aliment qui va être chauffé à la fois. Alors, plus précisément, 2,45 GHz, ça vient d'où? Eh bien, il se trouve que c'est une espèce de compromis. L'autorité de régulation des fréquences, les fréquences, on les partage entre les ondes radio et puis dans d'autres applications. L'autorité américaine des fréquences avait décrété, donc, dans les années 60, qu'on allait, pour ce genre d'application, donner l'intervalle qui est entre 0,9 GHz et 3 GHz. Il se trouve que en France, les micro-ondes que l'on a, ils sont tous à 2,45 GHz. Aux États-Unis, pendant longtemps, ils étaient à 0,9 GHz. Vous voyez, il n'y a pas de lien. La valeur, finalement, importe assez peu. Alors, je vois que Jean-Michel s'active pour l'expérience la plus délicate. Nous allons tenter l'expérience. Alors, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de porter à ébullition de l'eau donc, dans un récipient. Mais sans quel bout? Sans quel bout? En gros, il essaie d'atteindre 100 degrés ou peut-être un petit peu plus. C'est là de tout l'enjeu. Mais il ne faut pas que ça se mette à bouillir à gros bouillon dedans. Donc j'ai mis un verre d'eau. Je vous réexpliquerai. Que j'ai fait chauffer. Là, je surveille pour que ça s'approche de l'ébullition. Et ensuite, rapidement, donc vous allez voir le gros plan sur la caméra, je vais ouvrir la porte et verser le sucre dans l'eau. Alors vous vérifierez bien qu'avant que je verse le sucre dans l'eau, eh bien, il n'y a pas d'ébullition. Voilà, quelques petites bulles, ça s'arrête. Voilà, donc c'était pas forcément spectaculaire, mais si quand même. Bon, merci, c'était spectaculaire. Donc ce que vous avez pu constater, c'est que j'avais de l'eau qui avait arrêté de bouillir, et en versant le sucre à l'intérieur, j'ai provoqué une nouvelle ébullition. Alors qu'est-ce qui s'est passé exactement? Là, on peut récapituler toute l'histoire par rapport à ce que nous avons vu, avec un four. Alors déjà, j'ai pris de l'eau que j'avais déjà fait chauffer, que j'avais déjà fait bouillir. Donc en faisant bouillir cette eau, j'ai enlevé tous les gaz dissous qu'il pouvait y avoir à l'intérieur. En fait, l'une des premières sources de bulles à l'intérieur de l'eau, c'est le gaz qui s'est dissous. Donc c'est pour ça que l'expérience qu'il y a, et quand vous le faites, c'est souvent avec du café réchauffé et pas du café chauffé. Donc on a une première ébullition qui va permettre, qu'on appelle de dégazer, d'enlever toutes les bulles de l'eau. Ensuite, j'avais un récipient qui était relativement propre, de sorte qu'il n'y ait pas de germes pour faire des bulles sur les parois. Je chauffe grâce à un four micro-ondes l'eau à cœur. Comme je n'ai pas de germes de bulles, cette eau chauffée à cœur peut monter à une température supérieure à 100 degrés, 103, 104 degrés quand on fait la mesure. En rajoutant le sucre, je rajoute des petits germes de bulles qui immédiatement, comme la pression à l'intérieur est bien supérieure à une atmosphère, vont gonfler très vite et provoquer l'explosion. Donc le conseil du physicien, eh bien, si vous voulez prendre un café, profitez-en, prenez votre temps. Merci. Merci beaucoup, messieurs. Avant de passer aux questions du public, je vais me diriger à l'espace Jean-Michel Duhaut pour voir ce que lui a inspiré toute cette affaire. Jean-Michel, vous voulez encore un peu de temps ou C'est Jean-Michel Courty. Moi, c'est Jean-Yves. Jean-Yves, je recommence. Oui, donc je me dirige à l'espace Jean-Yves Duhaut. Jean-Yves, vous voulez encore un peu de temps? On prend peut-être quelques questions dans le public ou... Non, c'est bon. C'est bon? Super. Tout va bien. On met le premier dessin au projecteur. Alors, ça marche. Alors, j'ai suivi la démonstration, les démonstrations d'Edouard Kierlich et Jean-Michel Courty.
je réagis, donc je vais redécouvrir en même temps que vous ce que j'ai fait, puisque c'est de l'improvisation sur le moment. Donc, ce qui a été fait au début, vu la concentration, j'en suis déjà loin. Donc, mes réactions à ce que j'ai vu et entendu en même temps que vous, c'est d'abord que je n'ai pas eu le temps de faire le dernier dessin qui concernait la pause café, qui va avoir lieu juste après. Voilà, juste, j'avais eu cette idée au début que la première chose explosive quand on est enfant, c'est de faire des bombes à eau. Moi, je l'ai un petit peu pratiqué. Je ne sais pas si vous l'avez fait. C'est toujours, je pense que ça marche toujours. C'est très simple au niveau scientifique. On peut essayer avec sa belle-mère aussi. Voilà, c'est pas pour donner des mauvaises idées, c'est un grand classique. Je m'en excuse par avance auprès de nos deux physiciens. Je trouve que, quelque part, j'ai eu un petit peu une idée de ressemblance avec un duo de comiques célèbres, dont l'un est barbu et l'autre non, donc ça m'a traversé l'esprit. Il y a cette expérience qu'ils ont fait sur la caméra infrarouge, où l'on voit à travers les mains, à travers le voile qui la recouvre. Voilà, alors le café explosif, ça m'inspire assez. Je trouve que s'il y a une marque de café qui pouvait nous donner lieu à des cafés comme ça qui seraient très efficaces pour se réveiller le matin, j'aimerais assez essayer. À utiliser avec modération et prudence. Du très robusta. Oui, c'est rigolo, l'eau qui ne gèle pas à 0 degré. Je pense que c'est intéressant de s'arrêter sur le sujet et d'étudier un peu. Enfin, ça dépend pour qui. Alors, mais à l'occasion. Juste par rapport à cette remarque, en fait, il y a l'histoire des chevaux du lac Lagoda, où des chevaux de la cavalerie russe non, c'était c'était Napoléon. Les chevaux s'étaient sauvés. Et puis il y a les chevaux de Napoléon, je crois. C'est Napoléon qui sont allés dans ce lac et l'eau a pris en masse. Donc une hypothèse serait qu'effectivement le lac avait refroidi à une température inférieure à 0 degré et que quand la cavalerie est entrée dans le lac, donc comme ce monsieur qui tombe, en fait, là le fait qu'il rentre a provoqué le gel de l'eau. Et donc à ce moment-là, les chevaux, tout le monde pris en masse, saisis de froid, mais aussi saisis dans la masse. Donc carrément, on pourrait le faire à moitié pris dans la glace. Transformé en glaçon immédiatement. Oui. Ah oui. C'est un épisode de la Grande Armée assez tragique alors. Ah oui. Alors dans le domaine des super-héros américains que l'on connaît, on connaît le surfeur d'argent, mais un super-héros qui serait d'eau et qui aurait la capacité de se transformer en glace quand il a besoin d'avoir un corps solide, ou en vapeur quand il a besoin de passer par un trou de souris ou un état qui lui demande de changer d'état. Ça serait pratique, on peut peut-être inventer ce super-héros-là. Espérons qu'il n'y aura pas de retard au changement de phase. Hein. Ah non, il faut que ça soit instantané. Il faut que ce soit instantané. Comme Spider-Man et comme tous les autres. Sinon, il va y avoir des problèmes. C'est un peu la même idée que le café, mais un coca très énergisant. Ça peut être une boisson à développer, à inventer. Alors j'ai beaucoup aimé un geste d'Édouard Kierlich qui nous a parlé des molécules d'eau et c'était assez beau de voir ce mouvement de molécules en mouvement mimé en direct. Bon, alors les expériences scientifiques c'est bien, mais
pourquoi pas, on peut le faire chez soi aussi d'une manière très simple et c'est très amusant aussi. Et en plus, ça défoule. Et ce qui est très amusant avec les scientifiques, c'est ce côté spectaculaire et l'enthousiasme qu'ils ont toujours et qu'ils savent nous faire partager. Merci beaucoup. Voilà, Jean-Yves. et pour le dernier dessin, pour le café, la pause café, ça sera après, j'ai pas eu le temps de le terminer. Super. On va passer aux questions du public. Alors, on a le temps pour 3 questions. Donc, vous n'avez que 3 cartouches, ne les gâchez pas. C'est pas 3 questions par personne, hein, c'est 3 questions au total. Première question. Monsieur, vous aviez une question. C'est pas une question, simplement que c'est un phénomène. Attendez bien le micro, s'il vous plaît. Au lieu de mettre du sucre, ce que je mets, c'est quand l'eau est bien chaude, je mets comme un truc de thé. Vous savez Sachet. Oui. Sachet de thé. Oui. Oui. Ça fait immédiatement la réaction. Ça, c'est facile à faire. Il n'y a même plus besoin de sucre. C'est courant. Beaucoup de personnes doivent l'avoir remarqué, d'ailleurs, ça, je pense. Oui, je voulais ajouter, d'ailleurs, c'est peut-être pas tant l'aspect germe qui compte que l'aspect brassage Aussi, oui. entre l'air et l'eau. Ça veut Oui. dire au moment de la rentrée de votre boule à thé, de votre sachet de thé, Il y a ou des bien germes. de votre sucre, évidemment, il y a forcément un petit brassage. Et dès lors qu'il y a une toute petite bulle qui apparaît, Oui. Voilà. Du moment qu'il y a une amorce de bulle. oui, il y a l'amorce de bulle, comme l'a dit Jean-Michel, Ok. elle va immédiatement grossir. Alors, Mais c'est évidemment spectaculaire. ce qui est important aussi, c'est pour ça que j'ai été rapide, c'est que l'évaporation, comme on l'a vu, c'est très efficace pour refroidir. Et donc ça veut dire qu'en attendant une trentaine de secondes, ça suffit largement à ce que la température de l'eau soit redescendue en dessous de 100 degrés. Et que si on veut faire l'expérience de manière plus spectaculaire, comme l'ont fait les Américains de l'émission Mythbusters, ils ont rajouté une fine pellicule d'huile sur le verre d'eau. Donc à ce moment-là, si vous mettez un tout petit peu d'huile sur l'eau, eh bien l'huile va empêcher l'eau de s'évaporer. Et donc vous allez pouvoir chauffer l'eau à l'intérieur un petit peu plus, à une température un peu plus élevée que si elle était en train de se refroidir. Et puis vous avez un petit peu plus de temps entre le temps que vous ouvrez le four à micro-ondes et que vous versez. Il ne va pas du tout y avoir de refroidissement parce qu'il ne va pas y avoir d'évaporation. Mais ça, de ce que j'ai vu de l'expérience, c'est quelque chose que je ne tenterai pas, à moins d'avoir des lunettes de protection, masque, etc. Parce que là, c'est vraiment très violent. Mais alors c'est étonnant parce que l'huile au micro-ondes, en principe, doit moins chauffer que l'eau. Donc les projections... Ah, vous voulez dire les projections d'eau bouillante? Non, les projections d'eau bouillante. Le Le truc, c'est que l'huile à la surface, elle a été chauffée par l'eau. L'huile elle-même ne chauffe pas, mais la petite filtre. Et sinon, enfin, sur cette question, récemment, il y a un collègue chercheur dans un laboratoire qui nous a écrit parce qu'il a eu un souci de cet ordre par rapport à un technicien qui préparait une expérience, qui avait fait chauffer des échantillons dans de l'eau, dans un four à micro-ondes. Et puis, il y avait... Alors, c'était dans un récipient qui était à moitié fermé. Il a posé ce récipient dans l'évier et au moment où il a posé le récipient, alors que ça allait, tout a explosé et il a été blessé. Donc il y a eu une enquête par le comité, le CHS, etc. Et en fait, il nous a demandé la documentation sur le phénomène parce qu'il est fort probable que juste l'explosion de l'eau, c'est pas suffisant. Mais si vous avez un récipient verre fragilisé par un choc thermique, un couvercle et de l'eau qui tout d'un coup peut avoir une surpression, les ingrédients sont là pour vraiment faire des choses dangereuses. Donc ça peut vraiment se passer des choses... Attention. Oui. Question numéro 2 au Oui, premier rang. si on veut refaire ça chez soi, j'ai pas bien compris ce que tu faisais devant le micro-ondes. Comment tu sais quand t'arrêter? Alors déjà, ce que je fais, c'est que j'ai chauffé l'eau dans la bouilloire. Donc... Non mais pour préchauffer, quand on a fait la répétition la semaine, il y a quelques jours, on a tout fait chauffer au four micro-ondes, mais ça prend pas mal de temps. Donc le mieux c'est de chauffer dans la bouilloire 1 ou 2 fois de manière à bien enlever le gaz et puis à accélérer ce qui se passe. Ensuite je verse l'eau dans la tasse, un demi-verre parce que si on en met plus, à ce moment-là, il peut y avoir dans les phases préalables déjà l'eau qui se met à bouillonner et qui jaillit partout. Alors ensuite j'observe pour réobtenir une première ébullition. Voilà. Et puis après, donc une fois qu'il y a cette première ébullition, j'arrête. Après, je refais tourner. Et alors, quand j'ai le temps,
Soit j'estime le temps qu'il faut, j'avais estimé avec les fois d'avant le temps qu'il faut pour pas que ça boue, et j'ouvre et je ferme. Mais là, c'est pas garanti. Donc là, ce qu'on s'aperçoit, c'est que si il se forme quelques petites bulles, donc dès qu'il se forme quelques petites bulles, on ouvre, les petites bulles disparaissent, ça veut dire qu'en gros, ça a pu se refroidir à un endroit, mais pas partout. Et à ce moment-là, on verse le café et le sucre et ça fait le phénomène. Alors juste petite remarque, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais moi quand je fais l'expérience, je le fais avec un gant de cuisine pour tenir la petite cuillère, parce que au cas, il y a de temps en temps, ça marche vraiment bien. Encore plus que ce que vous avez, parce que là ça marchait super, mais encore plus que ce que vous avez vu, donc pour éviter d'être ébouillanté, je préfère protéger la main qui tient la petite cuillère. Par ailleurs, je porte des lunettes, donc ça veut dire que je sais que moi je ne vais pas avoir de risque avec de projection d'eau. Donc j'invite les gens, puis je me suis mis derrière la porte. C'est quelque chose que je déconseille totalement à des enfants. En plus, on est avec de l'eau bouillante. Et si vous voulez faire, il y a quand même un minimum de précautions à prendre. Et puis quand l'eau est un petit peu, le verre aussi, là, il fallait que j'attende par rapport à la caméra pour qu'il soit bien devant. Bon, ce qu'on n'a pas à faire nécessairement quand on est chez soi. Je voulais rebondir sur le mode opératoire que nous a décrit Jean-Michel. Il est quand même assez rigoureux, assez précis. Cela explique que, alors qu'il y a probablement, on va dire, 1 milliard de fours à micro-ondes d'utilisation quotidienne sur Terre, ce genre d'accident, évidemment, n'arrive que très rarement, parce qu'il faut un ensemble de circonstances, avoir fait réchauffer plusieurs fois son café ou je ne sais quoi, avoir un récipient qui est propre, et puis vraiment d'être dans le mauvais timing, ça veut dire d'ouvrir la porte du micro-ondes au moment où ça se met à bouillir et de rajouter immédiatement. Voilà, qui fait que cela reste quand même des incidents relativement rares. En revanche, c'est un phénomène qui, comme vous le voyez, est reproductible. C'est-à-dire, c'est suffisamment reproductible pour qu'on le tente en conférence, avec tout ce que ça implique au niveau timing. Et il y a toute une documentation scientifique sur le sujet, parce que les chimistes utilisent ce phénomène pour pouvoir élever des solvants à des températures supérieures à leur température d'ébullition. Et donc accélérer les vitesses de réaction. Dans certains solvants, il y a ce qu'on appelle la chimie au micro-ondes, où en chauffant le solvant, vous pouvez l'amener 5, 6, 7 degrés, à une température 5, 6, 7 degrés supérieure à sa température normale d'ébullition, et donc avoir des réactions chimiques qui sont beaucoup plus rapides. Et cette expérience-là avec l'eau, elle est documentée dans une revue de chimie, Journal of Chemical Education, pour un travaux pratique pour des étudiants de chimie. Donc la température de 103 degrés que je vous ai annoncée, c'est en fait une température qui a été mesurée dans des travaux pratiques de chimie où on fait faire ce phénomène aux étudiants. Merci encore, messieurs. On va les applaudir bien fort. Pendant ce temps, je vais demander à Laurie de venir nous rejoindre. Si vous avez d'autres questions aussi, d'autres questions vous arrivent en cours de route, vous pouvez toujours aller apostropher nos orateurs dans la coulisse. Ils sont là jusqu'à la fin de la journée en principe. Bonjour Laurie Saulnier. Bonjour. Bienvenue au Collège d'Univers Sciences. Nous sommes en direct, hein, mesdames et messieurs, comme vous le constatez. Bonjour Laurie Saulnier. Bienvenue au Collège d'Univers Sciences. Vous êtes ingénieur chimiste de formation
Et vous êtes actuellement en train de préparer une thèse au laboratoire de physique des solides d'Orsay, de l'Université Paris 11. Vous me corrigez si je me trompe. Et vous travaillez en particulier sur la stabilité des mousses. C'est bien ça ? C'est bien ça. Alors aujourd'hui, je crois que vous allez nous parler des bulles et des mousses, et non pas des... Enfin, il y a une petite contrepétrie, je l'ai remarqué avant de venir, mais vous la chercherez chez vous. Laurie, c'est à vous. Merci. Je vous remercie. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des états particuliers que prennent les mélanges d'eau, d'air et de savon, et en particulier des mousses. Et les mousses, ce sont des objets, des matériaux qu'on utilise au quotidien. Et donc, je vous ai mis quelques exemples ici. Donc, y a de la mousse dans certaines boissons, donc la bière, le champagne. Il y en a dans le café aussi, le cappuccino. Il y a des mousses, qu'on utilise, des mousses cosmétiques. On utilise aussi du savon pour se laver tous les jours. Il y a des aliments qui sont des mousses. Par exemple, ici, la meringue et le pain. Alors, on ne dirait pas des mousses, mais en fait, c'est ce qu'on appelle des mousses solides. Et on a des mousses aussi qui sont naturelles, c'est-à-dire qui sont créées par la nature. Par exemple, ce qu'on voit ici, en fait, c'est qu'il y a des algues dans l'eau qui ont la capacité d'emprisonner donc, des bulles d'air. Donc, quand il y a un fort courant, on peut avoir des phénomènes comme celui-ci. Et la lave aussi, la lave en ébullition en fait arrive à piéger de l'air et quand elle refroidit, ça donne donc ce qu'on appelle nous les roches volcaniques. En fait, ce sont des matériaux poreux, ce sont des mousses solides. La question qu'on va essayer de se poser aujourd'hui, c'est comment on peut arriver d'un objet simple, la bulle, à une mousse liquide et à une mousse solide. Et donc, pour comprendre ça, il faut d'abord qu'on comprenne ce que c'est qu'une bulle de savon. Donc ici, je vous ai mis 2 photos. La première, c'est quelque chose qu'on voit souvent, ce sont des bulles de savon qui sont sphériques. Merci. Elles sont petites, souvent les enfants en font. C'est quelque chose qui n'est pas étonnant. Par contre, sur la photo de droite, vous avez ici une bulle qui est très grande, c'est ce qu'on appelle une bulle géante. Donc, elles sont réalisées par le monsieur ici qui s'appelle François Graner. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que c'est pas très intuitif parce que ces petites bulles-là, elles éclatent très vite, alors que les grandes bulles qu'on voit ici, on pourrait croire qu'elles peuvent pas exister. Et en fait, elles existent réellement puisqu'on en voit une sur cette photo. Et pour faire des bulles, on peut pas faire des bulles de la manière dont j'ai parlé juste avant, avec juste de l'eau. Il nous faut du savon. Donc la première étape, c'est de comprendre ce que c'est que le savon. Le savon, ce sont des molécules qui ressemblent, si on les schématise, à ça. En fait, elles ont une tête ici qui est hydrophile. En fait, cette partie-là de la molécule aime beaucoup l'eau. Elles ont une longue chaîne ici, qui est hydrophobe, qui n'aime pas du tout l'eau. Et donc, ce savon, cette molécule qui a un caractère dual, nous, on va venir le mettre dans l'eau. Et donc, il va se passer quelque chose d'un peu particulier. C'est que les molécules, elles vont s'absorber à l'interface entre l'air, ici à l'extérieur, et l'eau. Donc ici, j'ai schématisé un récipient qui contient de l'eau, et ici, les molécules de savon. Et ce qui se passe, c'est que plus on va mettre du savon dans notre récipient d'eau, au bout d'un moment, il n'y aura plus de place ici à l'interface eau-air pour que les molécules viennent s'absorber. Et donc, elles vont commencer à s'organiser comme ceci, ou ici en 3 dimensions. Elles vont former des boules qu'on appelle des micelles. Et en fait, ça leur permet, ici, vous voyez que toutes les chaînes hydrophobes qui n'aiment pas l'eau, elles sont emprisonnées à l'intérieur de ces sphères. Et donc, ça leur permet finalement de pouvoir exister dans l'eau sans voir l'eau. Et c'est aussi pour ça que le savon, on s'en sert pour se nettoyer, parce qu'en fait, quand ces micelles vont se former, elles vont venir emprisonner avec elles toutes les impuretés qui sont présentes dans l'eau, et elles ont donc un pouvoir détergent. Et pourquoi est-ce qu'il faut du savon pour faire des bulles ? En fait, si on considère une bulle de savon, si on la schématise comme ça, c'est de l'air qui est emprisonné dans une coque d'eau. Et quand on va rajouter du savon, en fait, le savon va venir s'absorber de la même façon aux interfaces eau-air. Elles vont venir comme ça former une espèce de coque un peu plus rigide.
elles vont rigidifier l'interface de la bulle. Elles vont lui donner un autre caractère aussi, qu'on appelle l'élasticité, et qui est facile à comprendre. En fait, les bulles, elles se comportent comme un élastique. Quand on va tirer dessus, il va toujours y avoir une force qui va tirer dans le sens contraire pour que les bulles reviennent à leur état initial. Alors ici, je vous ai mis une jolie photo d'un film. Alors, les surfaces de savon, nous, on les appelle des films. Donc, d'un film de savon géant qui a été réalisé encore une fois par François Graner. Et donc, cette paroi de savon tient toute la journée sans casser. Et ici, il y a des visiteurs qui essayent de souffler sur cette paroi pour en sortir une bulle. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils ont beau souffler, être à 2, à 3, à 4, jamais la paroi de savon va casser, en fait, grâce à cette force d'élasticité. Donc, que se passe-t-il ? Ici, j'ai schématisé la paroi de savon. Donc là, vous avez l'eau, l'air à l'extérieur, et les molécules de savon s'absorbent aux interfaces. Et il y a toujours quelques molécules de savon qui sont dans le volume, c'est-à-dire dans la paroi, parce qu'il n'y a plus de place à l'interface. Et quand on va souffler, on augmente la surface. Donc on crée des trous ici. Et ces tensioactifs, ces molécules de savon qui sont seules dans le film, vont venir s'absorber très vite pour combler les trous. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'élasticité. Et elles vont créer une force de rappel élastique qui va donc empêcher à la bulle de sortir. Et tout ça, ça crée une certaine tension de surface. Alors, qu'est-ce que la tension de surface ? La tension de surface, c'est quelque chose qui existe dans tous les liquides. Et j'ai une petite vidéo qui illustre bien ce phénomène. Donc, on a pris un récipient, on a mis de l'eau et du savon dedans, et on a fabriqué un cadre métallique. Donc, vous allez mieux le voir si je démarre la vidéo. C'est vraiment un cadre métallique qu'on vient tremper dans ce récipient, et on vient le soulever. Et ce qu'on voit, c'est qu'on a formé une paroi de savon sur ce cadre. Et ce cadre, il est attaché de manière à être complètement horizontal. Par ailleurs, on a posé ici une tige métallique qui sépare le film de savon en deux. Et on va venir éclater avec une tige une des deux parties. Et en fait, il se passe quelque chose d'un peu particulier. Qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, la barre, elle a été attirée vers la gauche. Donc on va revoir le film. La barre, elle a roulé. Alors, qui pense que cette barre a roulé à cause de la gravité ? On va faire un petit vote à main levée. Qui pense que la barre a roulé à cause de la gravité ? Une personne. Et qui pense que c'est le film de savon qui a tiré sur la barre ? Vous avez tous raison, sauf Guillaume qui a mal répondu. En fait, c'est le savon qui vient tirer sur la barre. Et cette force-là, c'est ce qu'on appelle la tension de surface. Donc, je vous ai fait un petit schéma. Au départ, donc c'est vu de dessus, on a le cadre, la tige, et en fait, les deux parois de savon, à droite et à gauche, tirent sur la barre. Mais la force ici qui s'applique, elle s'applique sur la même longueur de barre. Donc les deux forces sont égales. Et donc la barre est à l'équilibre, elle ne bouge pas. Mais dès qu'on va supprimer une des deux parois de savon, là il ne reste plus qu'une force, et donc la barre va rouler. Donc cette force, elle est dans le plan du film. Elle est là pour diminuer la surface du film, ça on le comprend bien, parce que dès que cette force va s'appliquer, en fait, la surface du film de savon va diminuer, 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 jusqu'à disparaître. Et pourquoi est-ce que dans les liquides, il y a une force comme ça qui veut diminuer leur surface ? En fait, c'est simple à comprendre. Ici, j'ai schématisé un contenant d'eau. Alors, j'ai été moins bonne élève que nos deux présentateurs précédents. J'ai représenté les molécules d'eau assez simplement, juste par des sphères grises. Et ici, vous avez donc l'interface liquide-air. Alors, il ne se passe pas la même chose à l'interface et dans le volume ici.
Et ce qui se passe, c'est que si on prend une molécule d'eau qui est dans le volume, on voit qu'elle a des interactions avec ses voisines, et elle a 6 interactions. Si on compte, il y en a 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Par contre, si on prend une des molécules d'eau qui est à l'interface, ici, elle a moins d'interactions, d'accord ? Elle ne voit que 4 autres voisines. Et donc, d'un point de vue énergétique, les molécules d'eau, ou de tout liquide en général, vont être beaucoup moins contentes lorsqu'elles seront à l'interface liquide-air. Et donc, c'est pour ça qu'il y a une force dans tous les liquides qui va tirer sur ces molécules qui sont à l'interface pour réduire les interfaces liquide-air. Comme on l'a vu ici, cette force va tirer pour réduire la surface, puisque c'est une surface entre le liquide et l'air. Et donc la tension de surface est là pour minimiser la surface. Et grâce à tout ça, vous allez comprendre qu'on ne peut pas faire des bulles qui ne soient pas sphériques. Alors par exemple, si on prend un volume d'air donné et qu'on l'emprisonne dans du liquide et du savon, on pourrait essayer de faire une bulle qui est la forme d'un cube. Alors pour m'aider un peu, je vais prendre un support qui est rectangulaire, je le trempe dans l'eau et le savon, et je vais souffler et je vais espérer avoir une bulle qui est la forme d'un cube. Alors elle éclate très vite, mais ce qu'on voit c'est que, en tout cas, est-ce que cette bulle est cubique ? Non, cette bulle, elle prend toujours la forme d'une sphère. J'aurais pu prendre un triangle, n'importe quelle autre forme. La bulle aurait toujours été sphérique. Ça, c'est parce que si on compare l'air d'un cube, si je le prends à l'endroit, ça ira mieux. Si je prends l'air d'un cube et que je le compare au volume d'air à l'intérieur, je vais avoir cette relation. Par contre, si je prends une sphère, ce que je vois, c'est que l'air de la sphère, ici, elle est beaucoup plus petite, pour le même volume d'air. Et il y a des mathématiciens qui ont prouvé que de toutes les formes géométriques qui existent, c'est cette forme géométrique-là qui permet, pour un volume d'air donné à l'intérieur, donne la surface minimale. Et c'est pour ça que les bulles sont toujours sphériques. Et ça, c'est ce qu'on appelle le principe de minimisation. Dès lors qu'on va avoir de l'eau et du savon, l'eau et le savon va toujours prendre une forme minimale. Alors on peut changer un petit peu les conditions. Je peux prendre un tétraèdre comme celui-là et le plonger dans l'eau et le savon, et il va se passer quelque chose de très particulier. En fait, le savon va vouloir, encore une fois, minimiser sa surface. Alors, ce qu'on voit ici, c'est qu'au lieu de se mettre sur les faces, le savon, il forme des surfaces à l'intérieur. Donc, il est tenu ici par les limites, donc les sphères blanches. Et en fait, il forme des surfaces qui viennent se couper au centre en un point. Et ça, donc là, ça vient de casser, mais si on calculait l'air de ces surfaces et qu'on les comparait à l'air des faces de la pyramide, on verrait que le savon a pris la surface minimale. Alors, il y en a, je peux prendre plein d'autres formes, par exemple un cube. Et là, en fait, ce qu'on voit, c'est qu'on a un sablier qui se forme à l'intérieur. Et ici, on n'a plus un point, mais on a une surface carrée. Et on peut rajouter des bulles autant qu'on en veut. Et là, on arrive enfin à faire une bulle qui a la forme d'un cube. Parce qu'en fait, on a rajouté des conditions aux limites. Et ce cube-là, il est un peu courbé. On verra plus tard pourquoi. Alors, il y en a plein d'autres, je ne les ai pas toutes prises. Il y en a une qui montre bien que le savon va toujours s'adapter aux conditions, aux limites. C'est cette expérience-là. En fait, ce que l'expérimentateur fait ici, c'est qu'il a deux cercles et il vient les coller l'un sur l'autre. Et il les a trempés dans l'eau et le savon et il va venir les écarter. Et ce qu'on voit, c'est que le savon va venir former un tube qui va être de plus en plus incurvé.
Et soudainement, plus on va les écarter, en fait, c'est complètement continu. À un certain moment, le tube va venir remplir les 2 cercles ici pour former des disques. Et ça, c'est parce qu'on change de plus en plus les conditions, et à un certain moment, c'est mieux pour le savon de se trouver ici, de former des disques qui ont une surface minimale, que de former ce tube qu'on appelle une caténoïde. Alors ça inspire beaucoup les architectes. Monsieur Fraiotto, qu'on voit ici, il est très connu pour ça. C'est lui qui a réalisé le toit du stade olympique de Munich dans les années 70. Et ce monsieur-là, il crée des structures et il se base sur les formes que prendraient l'eau et le savon. Et il réalise sa structure après en se basant sur ces formes. Et il a trouvé en fait que les contraintes dans les matériaux, les forces qui s'appliquent, étaient meilleures que s'il avait fait un toit normal. Et donc c'est très résistant aux conditions extérieures. Et il y a d'autres architectes que ça inspire, donc les fameux architectes australiens qui ont gagné le concours qui avait été lancé pour construire la piscine des Jeux Olympiques de Pékin. Eux, ils ont fait une piscine qui avait la forme d'une mousse, donc la forme d'une mousse idéale. Et les contraintes, de la même façon, les contraintes qui sont dans la structure font qu'il n'y a pas besoin de mettre de colonnes au centre de la piscine pour que ce soit solide. Et ça, c'est très bien parce que du coup, ça empêche les angles morts pour le public. Alors tout ça, ça m'amène du coup à parler un peu des mousses. Donc, qu'est-ce qu'une mousse ? Une mousse, en fait, c'est plein de bulles qu'on met en contact les unes avec les autres et qui, de la même façon, vont vouloir réduire leur surface. Donc, ils vont tirer les unes sur les autres. Et donc, ça devient très compliqué parce que, comme elles vont toutes tirer les unes sur les autres, il va y avoir localement des conditions d'équilibre qui vont devoir être respectées. Et ces mousses-là, elles sont très instables. Par exemple, si vous prenez un bain moussant, vous allez attendre quelques 10-20 minutes et la mousse va disparaître. Donc on va essayer de comprendre pourquoi les mousses ont une vie très courte. Ce qui se passe dans les mousses, donc ici vous avez une jolie photo de mousse qu'on laisse au repos pendant plusieurs minutes. Et ce qu'on voit ici, c'est qu'il y a beaucoup plus de liquide en bas qu'en haut. En fait, le liquide qui est présent dans ces fameuses parois de savon, il est attiré vers le sol par l'attraction gravitationnelle et il s'écoule, jusqu'à arriver en bas. Et si on attend plusieurs heures, ce qui se produit, c'est que tout le liquide va être en bas et en haut, on n'aura plus que de l'air. Et c'est pour ça que dans la baignoire, la mousse ne tient pas. C'est ce qu'on appelle le drainage. Il y a un deuxième phénomène qui apparaît dans les mousses et qui est dû au drainage, c'est la rupture entre la paroi qui sépare 2 bulles. Donc ici, je vous ai schématisé 2 bulles côte à côte, une paroi qui éclate et qui du coup donne une seule bulle. Il y a une vidéo qui illustre bien ceci. Donc là, vous avez une mousse vue du dessus. Et si vous fixez bien les 2 bulles qui sont ici, vous allez voir qu'il se passe quelque chose. Donc cette mousse, elle est horizontale. Et ce qui se passe, c'est que spontanément, sans qu'on touche à la mousse, elle bouge un peu parce qu'il y a des phénomènes qui se produisent dedans. Et spontanément, il y a une paroi qui va venir casser. Et ça peut aussi être dû au drainage parce que si le liquide s'écoule, on va avoir des parois qui vont devenir très fines, donc qui vont être très fragiles et qui vont casser. Et le troisième mode d'instabilité qui est très important, c'est ce qu'on appelle le mûrissement. Et pour comprendre le mûrissement, on va regarder ce qui se passe sur une bulle simple. Donc ici, on a pris un petit tube qu'on a plongé dans l'eau et le savon et on a soufflé de la fumée à l'intérieur pour créer une bulle. Et on a vite bouché ce tube et on va voir que quand on débouche le tube, il se passe quelque chose de spectaculaire. C'est que la fumée qui est présente à l'intérieur de la bulle, elle est éjectée très vite jusqu'à ce que la bulle disparaisse complètement. Et tout à l'heure, on a vu un phénomène qui est assez similaire avec la canette de coca, c'est qu'en fait, il y a une différence de pression avec l'extérieur et l'intérieur de la bulle. Et en l'occurrence, la pression qui est à l'intérieur de la bulle, étant donné qu'on a soufflé dedans pour créer la bulle, elle est très grande. Et quand on va mettre l'intérieur de la bulle en contact avec l'extérieur, cette pression va pousser toute la fumée à l'extérieur de la bulle. Maintenant, on va aller un peu plus loin. On va essayer de reproduire le cas de la mousse.
qu'est-ce qui se passe si je mets deux bulles de taille différente en contact l'une avec l'autre? Alors on va refaire un petit vote. Qui pense que la grosse bulle va se vider dans la petite jusqu'à ce que les deux s'équilibrent? D'accord. Et qui pense que c'est la petite bulle qui va se vider dans la grande jusqu'à disparaître? Donc on a à peu près moitié-moitié. Donc on va regarder ce qui se passe. Alors en fait, c'est la petite qui se vide dans la grande. Pourquoi ça? Parce qu'en fait, la pression dans la petite bulle ici, elle est beaucoup plus grande que dans la grande bulle. Parce que plus on doit courber un objet pour le former, plus la pression à l'intérieur va être grande. Et ça peut se comprendre facilement si on prend l'exemple d'une barre de fer. Si je voulais faire une bulle comme ça, une courbure grande comme celle-ci avec une barre de fer, je devrais plier un peu. Par contre, si je voulais faire une toute petite courbure, toute petite bulle, je devrais courber très vite pour avoir une très grande courbure. Et donc, ce qu'on voit, c'est que plus la bulle est petite, plus sa courbure est grande et plus sa pression à l'intérieur est grande. Et alors, il y a quelque chose ici qui est écrit qui est totalement faux et que les gens pensent d'habitude. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est? En fait, ça, ici, de dire que les bulles vont s'équilibrer parce que les pressions s'équilibrent, en fait, c'est faux. C'est vraiment le fait qu'il y ait des pressions différentes et que donc l'air va être poussé vers les pressions plus faibles. Et dans les mousses, c'est pareil, il va toujours y avoir un transfert de gaz des petites bulles vers les grandes bulles. Et ici, on a une jolie vidéo qui est une couche de bulles posée horizontalement sur une table et on l'observe au cours du temps. Et ce qu'on voit, c'est que toutes les petites bulles, elles se vident dans les grosses. Et si on attendait des jours et des jours, on aurait de moins en moins de bulles et des bulles de plus en plus grosses, jusqu'à finalement ne plus avoir qu'une bulle, et puis cette bulle éclaterait aussi, et on n'aurait plus de bulles du tout. Et toutes ces instabilités-là font que la mousse, ça ne dure pas. Sauf que, comme je vous ai fait voir au tout début de l'exposé, les mousses, ce sont des choses qu'on utilise tous les jours, donc il faut trouver un moyen de les stabiliser. Et pour trouver un moyen de les stabiliser, ces bulles, il faut trouver un moyen de supprimer ces instabilités. Et donc, des fois, on est amené à supprimer la première instabilité qui est le drainage. Et pour faire ça, des fois, on crée des mousses en apesanteur pour pouvoir justement étudier les autres modes d'instabilité. Alors, très régulièrement, on envoie des mousses sur la Station spatiale internationale, parce que forcément, sur la Station spatiale internationale, il n'y a pas de gravité, donc les mousses sont en apesanteur. Et on arrive, par exemple, à faire des mousses avec juste de l'eau, qui ne serait pas stable sur Terre, mais qui, là, en apesanteur, sont complètement stables, puisqu'il n'y a plus de drainage. Et on fait aussi ce qu'on appelle des vols paraboliques. Donc, on se retrouve en chute libre dans un avion, et quand on est en chute libre dans un avion, on se retrouve en apesanteur, et là aussi on peut étudier des mousses qui ne drainent pas. Et une fois qu'on a réussi à comprendre toutes ces instabilités dans les mousses, on arrive à former des mousses stables qu'on arrive à solidifier, et ça c'est très utilisé également en médecine. Donc il y a quelque chose dans le corps humain qui est une mousse, c'est les os. Les os en fait sont des mousses solides, des matériaux poreux. Et il y a une maladie qui s'appelle l'ostéoporose, qui fait qu'en fait, cette partie solide ici va diminuer de plus en plus. Et donc, les trous dans les os vont devenir très grands et vont fragiliser. Eh bien, il y a des chercheurs qui ont été capables de faire des mousses avec un métal très léger, de solidifier ce métal, pour créer des os artificiels qui sont maintenant utilisés très souvent pour remplacer les os. Et en fait, ce métal est très léger, mais il est très résistant et il a de très bonnes propriétés mécaniques grâce au fait que ce soit un matériau poreux et qu'il y ait des trous. En particulier parce que quand on a un matériau comme ça dans lequel il y a des trous, il va être capable d'absorber les chocs. Et c'est pour ça que les matelas sont des mousses. Le polystyrène aussi est une mousse. Et on utilise aussi, par exemple, des éponges pour faire la vaisselle, qui sont mimées sur les éponges de mer, qui sont aussi des mousses solides, parce qu'en fait, les trous ici vont être capables d'absorber l'eau.
Et toutes ces mousses qu'on voit qui existent depuis très longtemps, elles ont un problème, c'est qu'elles ne sont pas régulières. En fait, on peut voir ici que les trous n'ont jamais la même taille. Et pourquoi elles sont irrégulières? Parce que c'est très dur de former une mousse dont les bulles aient toutes la même taille, que cette mousse soit stable et de la solidifier ensuite. Et nous, on a trouvé un moyen de faire ça. C'est ce qu'on appelle la machine à mousse. En fait, vous allez voir sur la vidéo, vous allez voir une partie du procédé. En fait, on injecte ici, dans ces canaux-là, une solution de savon. On injecte du gaz ici. Et en fait, le savon va venir cisailler le gaz, couper le flux de gaz et former des bulles qui ont toutes la même taille. Et dans ce conduit ici, donc vous ne voyez pas la fin, dans ce conduit ici, on va venir solidifier la phase extérieure qui est liquide pour créer des mousses solides. Et en changeant la vitesse du gaz et ici du savon, on arrive à faire des bulles de plus en plus petites et donc à maîtriser leur taille. Et ça, dans l'industrie, aujourd'hui, ça permet de faire des tubes comme ça. Donc vous voyez, c'est vraiment les bulles qui avancent dans le tube qu'on solidifie. Donc ça fait des sortes de fils de mousse solide qui ont une taille bien définie, qu'on arrive à tisser les uns avec les autres pour former des matériaux qui sont des mousses solides et qui vont avoir des propriétés extraordinaires. Donc ici, je vous montre ce qu'on trouve maintenant dans les couches pour bébés. Dans les couches pour bébés, vous avez des fils de mousse solide ici qui sont capables d'absorber 1000 fois leur poids en eau. Donc ici, on va venir déposer une goutte d'eau sur ces fils de mousse. Et ce qu'on va voir, c'est que les fils de mousse vont se gonfler pour absorber toute l'eau. Et ça, c'est le principe de l'absorbance qui est utilisé dans les couches pour bébés. Et on peut voir que ça gonfle, et les fils de mousse ne se cassent pas. Et ce qu'on voit, c'est que les trous ici s'agrandissent en fait, parce qu'ils sont gorgés d'eau. Et ici aussi. Voilà, donc je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Laurie. Encore une fois, on va passer au verdict de Jean-Yves Duhaut avant vos questions. Préparez bien vos questions. 3 questions, pas une de plus, pas une de moins. Il est en train de dessiner toute la plomberie de la station internationale, donc ça prend un peu de temps. Bon, je commence par la fin alors, parce que parmi tout ce qu'a dit Laurie Saulnier, ça m'a intéressé de savoir qu'il y avait des mousses qui partaient dans la station spatiale internationale. Et j'imagine qu'ils pourraient finir par être envahis. Donc voilà ce que ça pourrait donner, par exemple. Alors, les mousses sont stables, pas stables. Bon, ça c'est bien quand c'est stable aussi. Et je crois qu'il existe des choses très différentes. Est-ce que les matelas s'écoulent, Laurie? Est-ce que les matelas s'écoulent? Oui, est-ce qu'il y a du mûrissement dans les matelas? Non, il n'y a pas de mûrissement dans les matelas. Heureusement d'ailleurs. Ça permet de mûrir des rêves tranquillement pendant toute la nuit sans être ennuyé par une mousse instable. Ça, c'est un autre genre, c'est bien aussi. Moi, j'ai une vision de la mousse qui est évidemment la mousse dans la vie quotidienne. Non. Ah bah oui, il en a sur la tête aussi. Voilà, alors là, ça ne sera pas la pause café après, pour un petit peu plus tard, la pause mousse, qui effectivement disparaît assez vite, alors il ne faut pas la faire attendre.
J'ai bien aimé la forme de ce petit engin qui fait une espèce de... Comment on pourrait appeler ça? Comme forme géométrique de mousse à l'intérieur. Tétraèdre. Ah oui, une forme de tétraèdre de mousse. Donc ça me fait penser à un lemme spatial. Également cette mousse que l'on étire avant qu'elle se coupe en deux, mais si on ne l'étire pas suffisamment, on peut peut-être la développer pour faire une sorte de mousse accordéon. Alors il y a eu tout à l'heure la question au public, c'était la mousse qui n'est pas attirée, la barre qui n'est pas attirée par la pesanteur, mais qui est tirée par la mousse. Je sais. Par le savon, ouais. superficielle. Par le savon. Voilà. Alors ça c'est un exemple de savon qui lui se promène et qui n'est pas non plus attiré par la pesanteur. C'est impossible à rattraper. Donc, je me souviens, si j'ai bien retenu, que dans les molécules, il y a une partie qui est hydrophile et l'autre qui est hydrophobe. On peut peut-être les symboliser comme ça. Ouais. Je ne sais pas si la molécule est complète. Où est la tête, où est la queue? Et puis sinon, dans le domaine du design, c'est très intéressant. Si ces immenses bulles pouvaient être utilisées de manière stabilisée et qu'on pouvait en faire un magnifique canapé bulle en savon, ou encore mieux, toujours pour l'exploration de l'espace plus proche de la Terre, une montgolfière en savon. Voilà. Merci. Merci beaucoup Jean-Yves. Vos questions, mesdames, messieurs. Première question ici. Excusez-moi, quand j'étais petit, je faisais des bulles et j'ajoutais de la glycérine dedans. Ouais. Et alors, est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi? Alors la glycérine, ça viscosifie le mélange liquide savon. Et en fait, la viscosité fait que le drainage, il est très lent. Et donc la bulle est beaucoup plus stable. Le liquide s'écoule moins dans les parois de la bulle, en fait. D'accord. Et pour l'expérience qu'on avait fait avec la fumée, ouais. N'importe quel type de fumée correspond? Oui, n'importe quel type de fumée. On peut prendre aussi... on peut prendre, par exemple, n'importe quel gaz tant qu'on le voit, quoi. Donc, ça marche avec n'importe quoi. C'est juste pour que ce soit visuel, en fait. D'accord, merci. Laurie, une question sur votre gauche. Merci madame, bonjour. Je voulais savoir, il me semble que j'ai retenu les petites bulles qui ont une pression alors plus élevée que la grosse bulle. Ouais. Et ben elles se fondent, elles fusionnent avec les grosses. Alors, est-ce que c'est un mécanisme qui est transposable à l'univers? Bon, il me semble que j'ai lu, je suis pas scientifique, mais il me semble que j'ai lu que l'univers était quelque chose d'extensible. Est-ce que c'est des modélisations qui sont qui peuvent jouer à l'infini aussi? Avec les bon, vous allez me dire c'est un raisonnement de béotien. Est-ce que les mathématiciens qui sont déjà très ennuyés pour calculer l'infini, ben alors l'infini, s'il est extensible encore plus, ça va être délicat. Alors, je ne connais pas la réponse exacte à ça, mais ce que je sais, c'est que tout l'univers, en fait, maintenant est modélisé comme une mousse de savon, en fait. Que les galaxies prennent la même forme que les films de savon dans une mousse. Oui, et en plus de ça, l'espace-temps lui-même a une certaine élasticité, si vous voulez, et dans les diagrammes de plongement en relativité générale, c'est vrai qu'on a l'impression d'un film de savon qui s'étend. Oui. Une autre question ? De physique quantique peut-être ce coup-ci? Pas de questions? Très bien. Alors on va remercier Laurie Saulnier et Jean-Yves Duhaut très chaleureusement. Merci beaucoup. Et on va passer à la dernière partie de cette matinée. Alors après la physique, comme dirait Aristote, il y a la métaphysique. Eh bien, mesdames et messieurs, vous allez pouvoir débrancher l'hémisphère gauche de votre cerveau. Courte